Et si vous pouviez livrer plus sans agrandir votre équipe? L'intelligence artificielle n'est pas un gadget, c'est un levier de création de valeur. One9 développe des solutions IA sur mesure pour automatiser vos processus. One9.ca, l'équipe de développement IA la plus efficiente au Québec, fière de propulser le balado Y a-tu pensé? L'intelligence artificielle change tout. Outils, risques, mythes, réalité. Y a-tu pensé? Comprendre, apprendre, s'adapter. Avec David Proulx, Y a-tu pensé? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 5e épisode de Y a-tu pensé? Je suis avec mon co-animateur Nicolas Bilvaux. Nick, ça va? Salut David, salut tout le monde. On est content que vous soyez tous là, content que tu sois là. Aujourd'hui, on va avoir un super bon pod, on va parler d'âge standard, on va parler aussi de comment utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter les ventes. Donc, ça va être des bons sujets, puis une section aussi... il s'est passé beaucoup de choses en IA récemment pour avoir l'occasion d'en discuter. On va commencer par le segment éducatif. Mais oui. Donc, un problème qu'on a tous, je ne sais pas si tu as ce souci-là, toi, Nick, mais parfois, il faut être créatif avec les recettes, puis il nous reste de la bouffe dans le frigo. 100%, on ne veut pas gaspiller. Et la gestion des recettes tous les semaines, ça peut devenir une tâche qui devient lourde, mais avec l'IA... Avec l'IA, on peut faciliter. Exactement. Il y a moyen de faire des recettes de tout ski. En fait, même moi, j'utilise l'IA pour faire les choix de vin et de repas. L'accord. Oui. L'accord. Donc, ça, je le fais le samedi. Puis là, ensuite, le dimanche ou le lundi, quand c'est le temps de faire du tout ski, avec ce qui reste dans le frigidaire. Bien, je dis ce qui reste dans le frigidaire. Avec 3 enfants, j'ai toujours trop d'affaires dans le frigidaire. En tout cas, ça, c'est une chance que j'ai d'avoir trop d'affaires dans le frigidaire. Mais plein de petites sauces que tu ne sais pas quoi faire avec, ou des restants d'oignons, des restants de ci et ça. Ouais. L'IA peut nous aider avec ça. Ça évite le gaspillage alimentaire. On rentre dans le budget et voilà, on peut le faire. Donc, on va prendre un exemple. Est-ce que tu as des ingrédients en tête ou j'y vais en fonction de ce qui reste chez les Proulx? Oui, allons-y avec ce qu'il y a chez les Proulx. Je suis curieux. C'est bon. J'ai besoin que tu me fasses une recette de tout ski. Grosso modo, j'ai des pâtes, du céleri, des oignons et un petit peu de veau haché déjà cuit. Dis-moi quoi faire avec ça. Et j'ai de multiples sauces dans le frigo là, qui traînent là, depuis beaucoup trop longtemps. Donc, juste en l'envoyant comme ça, de la façon que les bases de données là, de l'intelligence artificielle, c'est des bases de données vectorisées. Donc, grosso modo, la base de données est capable de faire des liens. Donc, c'est exemple, je te dis ballon, gougoune, sable, bonhomme de neige. Oh. Tout de suite, exactement. Bonhomme de neige n'a pas d'affaire là. Pourquoi? Ouais. Parce que je t'ai emmené dans le vecteur de la plage. Il fait chaud. Exactement. Donc là, tu es capable de faire des liens. Donc, l'IA, c'est la même chose. Donc, pour elle, c'est extrêmement facile de prendre des ingrédients puis de trouver les recettes associées à ces ingrédients. Moi aussi, j'ai déjà pensé à tes pâtes bolognaises avec ces ingrédients-là, David. Oui. Là, j'adore ces commentaires ici. Trie les sauces avant de les utiliser au cas où il y a de la moisissure des odeurs surfermentées. Bon point. C'est pas basé sur mon propre data, ça. Là. Il a inventé ça. Je suis pas comme ça. Donc là, tu utilises quelle IA et comment ça fonctionne moi, j'utilise ChatGPT 5.5. On est encore en train de l'apprivoiser. Là. Il est tout nouveau. Donc, je l'utilise. Mais je te dirais que moi, pour les recettes, moi, je considère que toutes les IA sont à peu près égaux pour ça, que ce soit Gemini ou Anthropic ou OpenAI, parce que c'est quand même une requête assez simple. Est-ce que tout le monde a déjà accès au ChatGPT 5.5, le nouveau modèle? Je ne sais pas si les comptes gratuits y ont accès. Je pense qu'il faut payer pour celui-là. Il faut payer pour celui-là. Mais dans tous les cas, on peut utiliser ChatGPT régulier. On n'a pas besoin le modèle le plus performant pour faire des recettes. ChatGPT 3.5 aurait fait la job. Tu sais qu'il a sorti là comme 3 ans, je crois. Donc, c'est pas quelque chose de complexe. Puis, si jamais la recette n'est pas bonne, puis que c'est toi qui as mal cuisiné, mais tu peux toujours dire que c'est de la faute de l'IA qui a halluciné. Donc, à ce point, oui, c'est 100% vrai. Mais j'ai fait le test pour être capable de comparer les différentes IA. Je cuisine énormément, j'adore ça. Je l'utilise même pour maintenant mesurer la nutrition, faire mon plan pour la semaine des recettes. Mais en comparant ChatGPT avec Claude plus récemment, j'ai vu que Claude propose des meilleures recettes. Parce que franchement, qu'est-ce qui sortait de ChatGPT, c'était un peu du n'importe quoi. Ça faisait du sens sur papier, mais quand tu le cuisines, c'est un peu bizarre. Donc, il faut prendre ça comme
comme on dit toujours, avec l'IA, il faut avoir cette réflexion critique, mais voir et utiliser son bon jugement pour voir si la recette fait du sens. Bien, on est en cuisine, donc avec un grain de sel. Tout à fait. Phil me l'a envoyé de la régie, mais on avait pensé la même chose. En passant, là, pour expliquer les bases de données vectorisées, là, donc j'ai pris l'exemple de la plage, mais une autre chose où l'IA est excellente, c'est quand on cherche un film ou une chanson. Oui, une recommandation. Donc là-dessus, là, exemple, là, je veux dire, te souviens-tu du film dans les années 80 où il y avait comme une machine qui avait été réduite toute petite, puis ça avait été injecté dans le corps de quelqu'un. Puis là, il y avait des méchants qui avaient également été capables de faire un petit, même affaire de robot petit qui était injecté. Là. Trouve-moi ce film-là, s'il te plaît. Donc, tu vois que comme description, c'est totalement large. Là. Ouais. Puis là, lui, il va prendre sa base de connaissances et tout, puis à cause des bases de données vectorisées, il va être capable de me le retrouver. Donc, le film que tu recherches est Inner Space en 1987. En français, souvent été connu sous le titre L'Aventure intérieure. Donc, ça, tu vois, c'était un de mes films de mon enfance que je me plaisais à écouter constamment. Donc, c'était les conseils de la semaine. Utilisez-le. Puis, on va revenir aussi bientôt sur Cowork, parce que tu as parlé de Claude. Donc, ChatGPT, c'est OpenAI, c'est une compagnie. Ils ont un compétiteur qui s'appelle Anthropic et que leur modèle s'appelle Claude. Et sais-tu d'ailleurs pourquoi ça s'appelle Claude? Je ne sais pas pourquoi. Ça fait peur un petit peu. Il y a un philosophe, regarde, on va lui demander, c'est quoi déjà le nom du philosophe ou du mathématicien qui disait qu'il va avoir les robots et les humains puis qui était du côté des humains? Donc ici, il va nous sortir le résultat. Mais grosso modo, c'est qu'il y a un mathématicien qui a dit une phrase célèbre de dire qu'un jour, ça va être les robots et les humains, puis moi, je suis du côté des robots, puis son nom, c'était Claude, Claude Shannon. Okay. Donc, j'imagine un temps où où les robots auront comme chiens les humains. C'est sympathique. Ça. The robots what dogs are to humans. Oui, c'est ça. Il y a un jour où les robots vont être l'équivalent, que nous, on va être l'équivalent des chiens pour les humains, puis il dit, moi, je prends pour les machines. Donc, Anthropic n'a jamais dit que c'était ça, mais ils n'ont jamais nié que c'était ça. Puis ça a circulé énormément. Fait que je veux dire, comme toi, sympathique. Donc, on espère que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais au niveau de la qualité des rendus, de la qualité du travail, Cowork, donc un des outils par Claude, est vraiment magnifique. Exemple, nous, dans Bullseye, aucun employé a le droit de présenter quelque chose à un collègue ou à un client sans que ça ait été challengé par Claude. Même qu'habituellement, il faut commencer par Cowork puis ensuite être challengé par Cowork. Okay. Parce que sinon, c'est de gaspiller le temps des humains. Je suis constamment impressionné par la qualité des recommandations que je reçois de Cowork. Et l'immense différence entre Cowork et OpenAI ChatGPT, c'est que Cowork va te livrer un document. C'est pas juste quelque chose que tu as à copier, coller, mettre en page. Ou tu sais, des fois avec Copilot dans Word, il va juste te donner une première version. Puis après ça, tu veux la modifier, puis il est trop con pour être capable de la modifier. Ouais. Avec Cowork, tu n'as pas ça. Il va pouvoir te remettre le document, tu vas lui dire « je suis pas d'accord avec telle chose, telle chose, telle chose ». Il va le reprendre, le remodifier. C'est vraiment l'équivalent d'avoir un adjoint à toi toute seule qui travaille instantanément tout le temps sans limite. Je te sens bien excité par ce sujet. Donc, c'est la semaine prochaine qu'on y aborde? La semaine prochaine. Et d'ailleurs, j'en profite. Tiens, je vais faire mon segment auto-promotionnel. Dans Bullseye, j'ai quelqu'un de dédié à aller former en entreprise les gens sur Cloud Cowork. C'est la technologie que Mario, qu'on avait eu il y a 2 émissions, avait dit qu'il avait perdu 2 employés puis ils les avaient remplacés par Cowork. Donc, les bonnes méthodes, les bonnes pratiques sur comment utiliser ça en entreprise, on le fait. La bonne recette. Oh! Voilà. Et voilà, on termine là-dessus. Y as-tu pensé? On est maintenant avec Olivier J. Bergeron, qui est cofondateur de Âge Standard. Dans la vie, TVP associé chez Think, chargé de cours au HEC Montréal. Professionnellement, tu es un expert du marketing digital. Tu as été chez Click & Mortar. Oui. Mais là, on est ensemble aujourd'hui pour un autre sujet, donc Âge Standard, qui est un sujet qui me tient super à cœur. Je suis vraiment, vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous parler de Âge Standard?
Bien sûr, merci pour l'invitation. C'est cool de pouvoir en parler. Âge Standard, c'est une initiative pour récolter des signatures dans le but de protéger les jeunes Canadiens des médias sociaux. Fait que ce qu'on propose, c'est un âge minimum de 16 ans pour accéder à ces plateformes-là. Puis pourquoi? Ben là, David, je sais que tu en as beaucoup parlé par le passé, mais les médias sociaux, c'est documenté maintenant. Il y a des gros effets négatifs sur la santé mentale, particulièrement des jeunes. Donc, on essaye de proposer une solution comme ça. Ah, ben écoute, pour moi, les réseaux sociaux pour les cerveaux des gens, puis là, on va juste dire les jeunes, je pense que c'est l'équivalent pour le cerveau de la cigarette et pour les poumons. Oui, c'est comme une drogue. Là. C'est une drogue, mais qui a de véritables effets secondaires. Tu sais, il y a des statistiques qui démontrent le taux d'automutilation, le taux de dépression explose chez les jeunes filles qui utilisent Instagram. Il y avait un whistleblower, donc quelqu'un qui travaillait pour Facebook, devant le Congrès, qui a montré des documents internes où Facebook savait le mal que la plateforme faisait aux jeunes. On s'est parlé un tout petit peu avant le sujet, puis je vais falloir te laisser parler, là, mais sais-tu comment moi j'ai eu comment mes yeux se sont ouverts au problème de la sécurité des enfants sur le web? Je t'écoute. Ouais, tu sais pas ça, Nicolas, les auditeurs non plus, mais moi je suis un spécialiste en dick pic. C'est ça ton titre sur LinkedIn? Écoute, j'ai probablement la plus grande expertise. La révélation. J'ai probablement la plus grande expertise du Québec en dick pic. Puis j'explique. S'il te plaît, David, on a besoin de plus d'infos aussi. Beau petit clip à couper pour mes haters. Donc, j'avais un réseau social de maman qui s'appelait social.mom. On a eu au-dessus de 600 000 téléchargements Canada-US, ça grandissait, c'était cool. Puis, à partir de 7000 mamans, j'ai eu mon premier dick pic dans le feed. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a un truc sur Internet, c'est que ça s'appelle Time to Dick Pic. C'est qu'une fois que ta plateforme grandit, c'est juste une question de temps avant que tu aies des pervers qui veulent te montrer des photos de leur pénis. Puis là, c'est devenu un véritable problème. Un vrai de vrai problème. J'avais constamment, à tous les jours, quand on grandissait, des gars qui voulaient poser leur junk puis mettre ça sur leur réseau social. T'sais. Pourquoi? Je sais pas. Mais là, puis là, j'ai créé un paquet de filtres avec de l'IA aussi pour détecter tout ça. Puis j'avais différentes méthodes, puis je pourrais en parler pendant des heures. Mais à un moment donné, pour le plaisir anthropologique de la chose, j'ai dit, sais-tu quoi, je vais laisser les gars parler entre eux. Puis ils vont croire que c'est des filles. Puis je veux juste voir le niveau de décadence de ces gens-là. Puis je vais toujours me souvenir, il y en avait un, là, son image de background, c'était comme 2 dragons qui représentaient une vulve, puis c'était comme horrible. J'ai vu les catacombes de l'Internet. Puis ce que les gens doivent comprendre quand ils laissent leurs jeunes sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ouvrent la porte de leur maison à tout ce monde-là. Parce que les pervers que je bloquais dans mon app, c'était des gens qui avaient juste envie d'interagir avec un humain. Et qui n'étaient pas dédiés à des jeunes non plus. Ici, c'était juste des adultes, des mères. C'était des mères. Mais ces gens-là, leur perversité n'a pas de limite. Donc, un âge standard, ça fait du sens pour la santé mentale, ça fait du sens pour l'image de soi-même, ça fait du sens pour le développement personnel, mais ça fait du sens au niveau de la sécurité physique et psychologique de l'enfant. Fait que c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Puis là, c'est pour ça que chez moi, puis on va parler d'IA dans quelques secondes, j'ai vraiment une forteresse numérique pour protéger mes enfants, pour leur permettre d'explorer, d'apprendre, de découvrir, mais que ces gens dégueulasses-là ne peuvent pas rentrer chez nous. Écoute, le FBI, il y a 10 ans, disait qu'à chaque jour en ligne aux États-Unis, il y avait 750 000 prédateurs en ligne. Et ces prédateurs-là, puis c'est pas moi qui le dis, c'est le FBI, ils vont où les enfants sont. Mm-hmm. Donc, ils vont être sur les Roblox. Écoute, pas plus tard que là, 3 semaines, je parlais avec le gars de sécurité de Club Pingouin. Ils ont vendu à Disney depuis. Puis on parlait de nos histoires de comment filtrer les mauvais acteurs puis protéger la communauté. Donc, c'est comme ça mon éveil à l'âge standard. Ben, merci d'avoir fait tout mon pitch, en fait. Tu as énuméré toutes les raisons pour lesquelles on pense que c'est une bonne idée. Puis, effectivement, tu as le risque des prédateurs sexuels, mais tu as aussi, ce qui est très généralisé, c'est la baisse de l'estime de soi des jeunes qui sont là-dessus.
Il y a plein d'études qui le prouvent. Il y a Frances Hogan, la lanceuse d'alerte, qui nous l'a indiqué. Il y a une étude de StatScan en 2019, donc pré-pandémie, avant que l'utilisation des médias sociaux devienne encore plus intense, qui dit qu'il y a une causalité. Plus un jeune utilise un écran, plus il est moins satisfait de sa vie. En fait, moins il est satisfait de sa vie. Ça veut dire, c'est un euphémisme pour dire mon estime de soi baisse, je fais de l'anxiété, je me sens pas égal par rapport aux autres, j'ai peur de perdre des opportunités. Fait que, tu sais, on est vraiment dans une situation où c'est une jungle. On laisse les jeunes Canadiens dans tout ça, puis on espère qu'ils vont être corrects. Puis là, on peut entrer plus en mode solution parce qu'il y a certaines solutions qui sont proposées sur la table. Nous, on a fait le pas d'en amener une qu'on pense qui est la meilleure. Mais c'est sûr qu'il y a un consensus sur le problème aujourd'hui. Là. Puis le consensus, il est avec des gens experts comme toi, avec des parents, avec des médecins, c'est un fléau. N'oublions pas que dans les années 50, il y avait des publicités de médecins qui parlaient des bienfaits de la cigarette. Tu vas arrêter de tousser, prends cette cigarette-là. Ouais. Pour moi, on est dans la même... C'est un autre paradigme, là. C'est la même chose. Là. C'est la même chose. Et puis, moi, je crois qu'on est capable de voir la santé d'une société à comment cette société prend soin des plus vulnérables. Et les enfants font partie de ces groupes-là. Puis, si on revient aux moyens, on peut parler de moyens techniques, ça se veut une émission technique. Moi, ce que je trouve magistral dans ce que vous avez fait, c'est le momentum qu'il y a derrière la pétition. J'en ai vu, moi, c'est un sujet qui me passionne depuis que j'ai eu mon moment où j'ai vu les catacombes de l'Internet. Étant père de jeunes enfants, puis je suis un petit peu plus vieux que toi, donc, tu sais, mes enfants, ils ont eu leur exposition technologique. C'est la première fois que je vois une pétition avec du momentum. Il y a des gens influents aussi dans votre comité de cofondateurs. De ramasser, vous êtes à combien de signatures? Là? On est à 17 000 signatures. Bon, 17 000 signatures au Québec. En 7 jours au Québec. En 7 jours au Québec, c'est magistral. Et il y a tellement de points politiques à faire. Je veux dire, c'est n'importe quel politicien qui nous écoute, là, c'est comme, on protège les enfants. Non, on les laisse avoir une faible estime d'eux-mêmes, augmenter le risque de dépression, d'automutilation, puis leur exposition aux prédateurs, puis l'exploitation sexuelle. Ah non, on ne peut pas être contre la vertu. Là. Après, non. Puis là, c'est comment qu'on l'exécute. Puis là-dessus, sur comment on l'exécute, on a un désaccord, puis c'est correct, parce que les meilleures décisions viennent en groupe. Donc, c'est quoi la technologie que vous présentez présentement pour vérifier l'âge standard? Oui. Puis peut-être juste... pour amener de la transparence dans notre processus comme ça, on le savait que pour avoir un bon momentum, il fallait arriver avec un problème et une solution. Mais tout ça est assez simplifié parce qu'on veut qu'on comprenne rapidement puis je vais signer la pétition, je comprends les enjeux. On le sait que dans l'implantation technique au niveau d'un pays, tu fais pas juste prendre une page d'atterrissage, faire copier-coller des petits points qui sont là, puis dire parfait, tout est beau. Surpris. Non, mais tu sais, je le dis parce qu'on a reçu énormément de commentaires de avez-vous pensé à tel anglement, tel anglement? Puis la réponse souvent c'est oui, et aussi on est ouvert à entendre les points de vue des gens. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas en train de faire un doctorat là, d'implantation technique. Là, c'est un mouvement citoyen qui prouve qu'il y a un momentum puis que ce problème-là mérite une attention politique. Fait que ça, on est en train de cocher la case, je pense que ça va très bien. Ensuite, au niveau de la solution technique qu'on propose, c'est vraiment sensible comme sujet parce que, oui, tu veux protéger les jeunes, mais si tu dis c'est 16 ans et plus, il faut que tu vérifies tous les Canadiens qui sont sur les médias sociaux. Ça, c'est un enjeu d'anonymat, c'est un enjeu de vie privée. Fait que, est-ce qu'il y a des technologies qui existent aujourd'hui qui nous permettent de faire ça tout en respectant l'anonymat et la vie privée? Nous, on pense que oui. C'est là-dessus qu'on va peut-être jaser un peu. Mais parlons-en. Puis c'est une émission technique. Là. Exact. Les émissions d'affaires publiques, ils ne vont pas vouloir rentrer dans la technique. Ici, ça se veut technique. On peut en parler et expliquer aux gens pourquoi, du comment, qu'ils se fassent une tête. La pétition, il faut la signer. Exact. Parce que on est d'accord là-dessus. L'idée de la pétition, c'est pas de dire on veut telle technologie. Vous n'êtes pas sponsoré. Vous n'êtes pas commandité. On est agnostique complet. Là. Exactement. Ouais. Donc, ayons cette discussion-là que les gens comprennent. Donc, votre technologie, je vais sauter dans le sujet. Ouais. C'est une technologie où tu prends une photo, la personne va prendre une photo d'elle-même avec son téléphone, et là, l'IA va reconnaître si c'est un adulte ou pas. En fait, 16 ans. Va reconnaître l'âge de 16 ans. Ça a une précision de plus ou moins 1 an. Ouais. Ben, en fait, plus on est jeune, plus la précision est grande. Ouais. Parce que là, entre 15 et 16 ans, ça devient plus difficile, mais tu sais, mettons en bas de
13 ans, si je prends mon cellulaire, je tourne ma tête droite, gauche, là, c'est parfait, on voit mon œil au beurre noir, boum, ça va dire, OK, 99% de taux de bonne classification. 15-16 ans, on est à 95%. Mais quand même, c'est Mais énorme, on est quand proche, même puis très ça précis. s'améliore. Là. Fait que, Oui, tu sais, mais le hic, c'est pas le jeune de 12 ans qui se fait scanner, peut-être qu'il passe, peut-être qu'il passe pas. C'est qu'il faut que tous les adultes se fassent scanner. Et là, les fournisseurs de technologie nous disent non, mais nous, on protège l'identité des gens. Ça ne se rend pas au réseau, ça ne se rend pas au site web. Et moi, c'est là, ce bout-là, ayant vu plusieurs fuites de données dans ma vie, et là, de faire confiance à une compagnie pour ça, là, c'est là-dessus que je fais comme, attends, ça nous prend une solution analogique. Ouais. Donc, c'est là-dessus. Puis on a une belle discussion constructive par rapport à ça. Donc, oui, ça protège les enfants, mais est-ce qu'on veut avoir un Internet où tous les visages sont scannés? Puis là, je suis déjà capable d'imaginer les commentaires dans notre liste YouTube. Oh, puis on les a reçus, là. On les a lus. Là. Donc, il y a ce danger-là. Alors que l'Angleterre avait une belle solution analogique, l'idée, c'est que les tabagies sont habitués de carter pour l'âge. Tu vas à la tabagie, tu demandes un code, on te donne un code qui est unique, tu arrives pour identifier ton device, ton appareil sur lequel tu veux te connecter sur Internet, tu rentres ton code de tabagie, pouf, tu as été certifié comme étant 18 ans et plus. Impossible de savoir qui a rentré ce code-là. Mais là, toute la population doit se rendre à un couche-tard près de chez vous. Au moins une fois. Puis de la façon que tu les payes... Les couche-tards vont aimer ça. Les couche-tards vont aimer ça. Puis de la manière que tu les payes, ou les SAQ, ou les SQDC, de la manière que tu les payes, c'est que tu leur donnes le même revenu que s'ils vendaient un gratteux. Parce que quand ils vendent un gratteux, ben, il faut qu'ils regardent l'âge de la personne à qui ils le vendent. Et ils sont déjà adaptés, ils sont déjà outillés, ils ont déjà l'habitude. Puis c'est pas une tâche à ajouter à leur description. Donc, une solution low-tech au final pour un enjeu. Solution analogue pour un enjeu technologique. Une couche analogique, juste une couche analogique pour empêcher. Parce que souvenons-nous des cryptos. Les cryptos, au début, on disait, ça va toutes les cryptos, les bitcoins et tout, on disait c'est une manière de transférer de l'argent de façon anonyme. Ben non. Il y a un registre, il y a un ledger de tout ce qui s'est fait. Puis encore une fois, puis c'est la beauté de votre groupe, c'est que vous êtes ouvert à avoir ces discussions-là. Vous voulez avoir ces discussions-là. Puis il faut commencer par prouver à tous les politiciens le momentum. Oui, mais je pense que l'idée première, c'était d'informer le public et la classe politique que, hey, il y a des technologies qui existent qui vont peut-être respecter les critères qu'on veut qu'ils respectent. Là, je sais qu'il y a un doute. En théorie, là, c'est pas de la reconnaissance faciale. Tu estimes, il y a une variable binaire, oui ou non, est-ce que tu es assez vieux pour accéder à un contenu? Et ce n'est pas stocké, ça sort pas de ton appareil. Je suis d'accord que c'est en théorie. Fait que ça, si la théorie est respectée, tout est beau, tout le monde est content. Il y a eu des cas, Discord, l'entreprise américaine qui a implanté l'estimation d'âge avec un fournisseur tiers. Ah, finalement, il y a une fuite de données, puis on réalise qu'il y a une base de données de tous les visages. Et que c'était pas respecté. C'est sûr que dans le cahier des charges pour le gouvernement du Canada, il va falloir qu'on respecte réellement ces promesses-là. Ben, si on est d'accord là-dessus, c'est la base. Oui. Puis Snapchat avait fait la même promesse. Il disait vos textos sont éphémères, on les garde pas dans base de données, ça disparaît au tout début de Snapchat. Jusqu'à temps qu'on s'est rendu compte que non, c'est pas vrai, tout était stocké dans une base de données. Je suis d'accord, mais il y a des... Tu sais, c'est sûr que si on passe par l'entreprise privée, ben il y a toujours ce doute-là. Fait qu'il y a des entreprises qui offrent cette technologie-là. À nous de les auditer puis voir est-ce qu'ils font bien les choses. Mais il y a des solutions aussi qui existent. Il y a Roblox, qui a été nommé tantôt, qui est une plateforme qui, d'ailleurs, avait énormément d'enjeux d'agresseurs sexuels qui étaient là-dessus. Fait qu'eux-mêmes ont décidé d'implanter et de créer leur algorithme d'estimation d'âge. Ils se sont dit, regardez, on ne va pas attendre une réglementation quelconque, c'est un enjeu éthique, on va le faire. Ils l'ont lancé depuis 3 mois. Bon, là, les utilisateurs sont pas super contents parce que c'est pas le fun quand là, tu joues à ton jeu vidéo puis là, finalement, tu te fais demander de quel âge, là. Mais c'est un algorithme qu'ils ont créé qui veulent rendre open source une fois qu'il va être assez entraîné. Fait que je vois quand même beaucoup d'innovation dans ce domaine-là. Puis peut-être que c'est pas passé par une entreprise privée, peut-être que c'est passé par un appareil gouvernemental comme le CRTC qui, lui, va prendre un modèle open source puis créer la solution éventuellement qu'on veut puis qui coche toutes nos cases. Fait que je suis quand même optimiste sur la technologie. Je sais qu'il y a des risques.
Puis on est très à l'écoute des experts de cybersécurité. Là, même ce matin, on a fait un appel à tous de dire donnez-nous vos commentaires et vos angles morts. Après, c'est quand même pas nous qui va venir implanter ça dans les cellulaires de tout le monde, là. Mais on pense qu'on touche à un bon filon. Intéressant, tes solutions analogiques. Moi, je trouve ça créatif. Je pense que c'est un enjeu de complexité, d'accessibilité puis de logistique qui est plus grand. Puis il y a d'autres solutions créatives. Puis là, je suis en train de faire un monologue, là, je m'excite, là, fait que coupez-moi si vous voulez, mais il y a un autre truc que je trouve quand même cool, c'est Gander. Tu connais, c'est un réseau social canadien. Non. Fait que Gander se sont dit, OK, nous, on veut juste des Canadiens sur notre plateforme, puis on veut vérifier l'âge des gens. Comment ils ont fait ça de façon simple? Pop quiz. Un passeport, une pièce d'identité canadienne. On veut pas identifier les gens, par contre. La quantité de sirop d'érable dans les veines. ça va être pas pire. Tu demandes des questions culturelles par rapport à ta génération, puis que tu devrais savoir culturellement, c'est quoi? Ça ferait un bon tollé aussi, je pense, pour te loguer dans Meta. Vas-y, la bottine on est court en temps, vas-y. Okay, écoute, tu fais un virement Interac qui est de 1$, puis tu es remboursé après. Interac, c'est 18 ans et plus, et c'est une technologie que tu peux juste utiliser quand tu es Canadien. Oui, mais cependant, tu es tracké, t'as ton courriel. T'es identifié. T'as ton courriel, mais quand tu crées ton compte, t'as ton courriel. Je pense que l'identification, c'est pas de photo de permis de conduire. Moi, je pense que juste avec un courriel, on est capable de faire du dommage en masse. Les géants technologiques le font dans ce moment-là. Conseil pour les parents. Donc, en attendant que le gouvernement se réveille, donc probablement quand vos enfants auront des petits-enfants, mais on va essayer de faire ça autrement. Puis allez signer la pétition. Où est-ce qu'on peut trouver la pétition? Fait que agestandard.ca, c'est là que tout se passe et on a un bon momentum, on essaie de le garder. On lance au Canada anglais prochainement. Agestandard.ca. Moi, je vais vous dire rapidement comment je protège mes enfants, donc pour les auditeurs, là. Première chose à faire, si vous êtes capable, demandez à ChatGPT comment faire, là, mais sur votre router, vous voulez mettre un service qui protège du contenu qui peut être dangereux. Là. Donc, ça s'appelle 111-888. Mettez ça dans ChatGPT, demandez-lui comment configurer votre router. Mettez ça, ça va déjà filtrer le 3/4 de la merde. J'ai une application par intelligence artificielle qui s'appelle Truple, Truple.io. C'est à peu près une vingtaine de dollars par famille. Aucune limite d'appareil. Et ce que Truple fait, c'est qu'il prend une photo de façon aléatoire de l'écran des appareils de vos enfants et il analyse la photo par intelligence artificielle pour voir s'il y a du contenu dangereux, surtout dans l'optique de protection contre les prédateurs. Donc, s'il y a une photo problématique, une image problématique dans l'écran de l'enfant, à ce moment-là, ça vous envoie un courriel, puis ça dit qu'il y a un souci. Pour respecter la vie privée de l'enfant, tout le contenu, quand il écrit à ses amis et tout, va être barré, mais Truple est capable de voir le contenu si jamais il y a du contenu problématique, puis vous l'envoie. C'est beaucoup plus performant sur les appareils Android, un petit peu moins, beaucoup moins sur iOS. Ça fonctionne bien sur Mac, bien sur PC. Puis quand vous avez ça, c'est littéralement comme avoir un ange gardien derrière l'épaule de votre enfant qui regarde ce qu'il fait sur Internet. Donc, moi, je sais que je m'en passerai pas. Puis ça me permet de laisser mes enfants explorer sur YouTube, explorer sur le web, apprendre, puis se forger la compréhension du monde dans lequel ils vivent. Donc, petit conseil gratuit pour tout le monde. Olivier, merci beaucoup. Merci, messieurs. Y as-tu pensé? On est maintenant avec Benjamin Chalier, directeur des ventes chez Relocalize. Benjamin est un ami de Nicolas. Nicolas, je te laisse faire son intro. Oui, ben, je me suis dit, Ben est une personne excellente pour l'émission, non seulement directeur des ventes, et on va parler de son rôle et comment il utilise l'IA au sein de son rôle, mais l'entreprise en tant que telle est quand même très cool. Ils font l'impression 3D de glace, essentiellement. C'est des micro-usines pour éliminer la logistique. Ben, tu pourras compléter, mais il y a du big ice. L'industrie de la glace est énorme. Il faut créer de la glace et ensuite l'amener sur des camions pour ensuite l'entreposer, pour ensuite l'amener au magasin. Et si on coupe tout ça pour créer de la glace sur place. Donc, Ben, dis-nous en plus. Oui, absolument. Donc, Benjamin Chalier, merci de l'invitation. Ça fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça, l'industrie de la glace ou l'industrie alimentaire en général, on parle de transport. Donc, depuis l'âge d'or industriel, les produits alimentaires sont cultivés ou fabriqués dans des usines ou dans des terres agricoles, puis ensuite mis dans des camions pour être transportés jusqu'à le consommateur final qui va acheter le produit en épicerie. En moyenne, on parle de 2000 km
Et donc, quand on pense à l'âge d'or de l'intelligence artificielle, on pense aussi à l'impact environnemental. Donc, comme mission chez Relocalize, ce qu'on fait, c'est qu'on décentralise la production alimentaire avec des robots. Et on développe un concept de micro-usine pour fabriquer, emballer et palettiser des produits alimentaires le plus proche du point de consommation. Et on commence par la glace. Alors, souvent, la question qu'on a, c'est pourquoi la glace ? C'est un produit très lourd, encombrant et qui doit respecter des températures très précises. Et donc, ce qui se passe, c'est que le coût de transport et le coût de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement est un coût énorme dans ce produit final. Donc, pour nous, ça faisait énormément de sens de commencer dans cette industrie. On a bien évidemment la vision d'aller dans d'autres industries qui pourraient bénéficier de notre plateforme technologique de fabrication de produits à l'échelle hyper locale. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de décentraliser la production de la glace pour éliminer tous les coûts de transport, ce qui emmène justement le gain environnemental. Transport, entreposage, et on parle beaucoup aussi de, quand on voit une palette physique, le plus de fois elle est touchée à travers différentes parties prenantes, c'est des coûts qui s'ajoutent. Alors nous, on est directement sur site et on la fabrique et on la met à disposition du client final. OK, super, super. Et là, comment vous utilisez l'IA? Là, on est dans le segment de l'émission où on montre des PME, des startups, comment ils utilisent l'IA dans leur opération. Et là, chez vous, vous faites quelque chose de très cool. Vous utilisez l'IA pour augmenter les ventes. Absolument. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est une start-up technologique de 15 personnes avec 90% d'ingénieurs et 10% de personnes qui s'occupent de faire parler de l'entreprise à l'échelle de nos clients, mais aussi de nos investisseurs. Et donc, ça fait à peu près 2 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai une personne qui travaille avec moi au quotidien en marketing, mais à deux, on essaie toujours de se poser la question, comment est-ce qu'on crée le plus gros impact possible pour l'entreprise à l'échelle des ventes et de la visibilité finalement de Relocalize. Quand on a commencé, pour nous, c'était important de passer par une première phase de comprendre à qui on s'adresse. Donc, avant, on aurait pu lister les noms des clients à qui on essayait de parler, faire quelques recherches Google pour essayer de comprendre un petit peu à qui on s'adresse. Nous, on a décidé de prendre une approche complètement différente. Donc, on utilise des outils technologiques, des CRM et des extensions de CRM. Okay. Juste pour expliquer aux gens, un CRM, c'est Customer Relationship Management Software. L'idée, c'est que c'est un logiciel pour mettre ta liste de clients, mesurer et archiver les interactions avec les clients. Exactement. Et donc, ce qu'on a fait comme premier travail, c'est qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'on doit savoir de nos clients. On a fait un travail de brainstorm, on a listé toutes ces idées. Et ensuite, on est venu créer des champs dans notre CRM d'informations qu'on voulait collecter à partir de ces clients. Et ensuite, on a testé plusieurs IA pour aller finalement chercher sur Internet l'information qui était disponible. Alors, certaines informations sont disponibles parce qu'elles sont publiques. D'autres, il faut faire des calculs ou il faut faire des hypothèses pour savoir exactement quels sont certains points. Par exemple, une des métriques principales pour nous, c'est le nombre de magasins qu'un client peut avoir. Donc ça, c'est une information que tous les détaillants vont communiquer. Par contre, la façon dont ils opèrent, leur nombre de centres de distribution, comment est-ce qu'ils transportent les produits, ça c'est souvent une information qui est un peu plus cachée. Alors des choses qu'on doit créer des hypothèses. Puis on essayait toujours de se demander est-ce que c'est de l'information avec laquelle on peut avoir confiance pour passer à la deuxième étape. Une fois qu'on a bien compris à qui on s'adresse, on passe dans une étape de personnalisation. Alors là, l'idée, c'est on a en gros 500 clients potentiels en Amérique du Nord. On doit parler à 10-15 personnes dans ces organisations qui sont les personnes qui peuvent prendre des décisions par rapport à ce qu'on essaye de proposer. Donc tout de suite, on parle de 5000 personnes à qui on doit essayer d'une façon ou d'une autre de rentrer en contact. Et donc là, ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des touches, des points de contact avec ces personnes-là qui sont les plus personnalisés possibles. Et donc, en fonction de leur rôle, on vient comprendre quels sont leurs objectifs stratégiques à l'échelle de l'organisation, mais aussi à l'échelle de l'individu. OK. Donc, tu as fait de l'enrichissement, juste qu'on arrive, pour qu'on puisse finir dans le temps, là. Tu fais de l'enrichissement de ton CRM en utilisant l'IA qui va aller faire des recherches sur le web. Pas juste sur le poste et l'entreprise, mais également les individus que tu vas contacter. Exactement. Okay. Puis ces informations, on les utilise dans des boucles d'automatisation pour contacter ces personnes-là. Donc chaque email, chaque point de contact sur LinkedIn est personnalisé et on vient utiliser le contenu qu'on a collecté pour amener un courriel qui est le plus personnalisé possible
en ayant compris l'organisation, la personne, ce qu'elle essaye d'accomplir, et en lui proposant nos services et notre produit avec le plus de personnalisation possible. OK. Pour les gens, j'ai fait un mandat un peu similaire. J'avais comparé 40 modèles différents pour voir lesquels hallucinent pas. Parce que quand tu écris un courriel, un angle ou un autre, dépendamment de comment l'IA va interagir, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu vas chercher des informations, exemple l'université ou le docteur, moi c'était pour l'OMD, là. L'université où le docteur a étudié, les prix qu'il a gagnés, des choses comme ça, tu peux pas halluciner un prix qu'il a gagné ou te tromper d'université. Comment tu as fait pour te protéger de ça? Puis pour les auditeurs, le stack, parce qu'on parle de loop d'automatisation. Donc là, moi, quand j'entends ça, j'entends peut-être du N8N ou du Make, juste qu'on puisse mettre les technologies, parce que le but, c'est que les entrepreneurs t'entendent et disent « Wow, moi aussi, j'ai le goût de faire ça. » Oui, absolument. Donc, pour répondre à la première question, on l'a testé à petite échelle avec des clients qu'on connaissait, en fait, qui sont nos clients, pour savoir quelle information sortait. On a été capable de donner un score de qualité d'informations qui nous revenaient par rapport à nos clients. Et ensuite, on a décidé d'aller vers les modèles qui étaient plus performants, en l'occurrence Perplexity. Donc, notre stack technique, c'est notre CRM. Ensuite, on utilise Apollo, qui est un outil d'automatisation de workflow dans tout ce qui est la prospection de clients. Et ensuite, on va utiliser les IA des deux outils qui sont imbriqués dans les produits. En plus d'IA en parallèle qu'on vient tester pour voir ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les IA ont tendance à évoluer tellement vite, les nouveaux modèles sortent qu'il faut voir est-ce qu'il y a une IA qui surpasse en termes de qualité. Donc on teste continuellement à petite échelle, mais on dirait que les IA qu'on utilise dans nos workflows habituels sont les IA que les outils proposent. Perplexity, pour les gens, c'était au deuxième épisode ou au premier épisode. Je m'en souviens pas. On avait montré comment faire une recherche avec Perplexity. Ah, c'était le premier et le deuxième, c'est vrai, avec Benoît Dutrisac qui nous avait, on avait eu une belle échange. Surtout le deuxième alors. Surtout le deuxième alors, où on a pu montrer plus en profondeur comment le faire. Parce que Perplexity, la beauté, c'est qu'il hallucine pas, il va toujours sur le web, il va chercher les infos. Cependant, par l'API, c'est un bout de programmation qui permet qu'un système puisse parler à un autre système. Perplexity se comporte vraiment différemment avec l'API versus l'application. Donc, de comparer les résultats entre les deux, vous allez voir que par l'API versus l'application, c'est deux mondes complètement différents. Dans le sens qu'avec l'API, la performance est dégradée? Oui. Pour la recherche, la performance est dégradée avec Perplexity. Autre fait intéressant avec les API, c'est que les limites des règles de comportement d'utilisateur, habituellement, sont moins sévères par l'API que les plateformes. Donc, si, exemple, tu veux demander à OpenAI ou à Anthropic de faire quelque chose, puis que là, ils te disent « Ah non, je ne peux pas, c'est contre mes règlements », ben avant d'aller vers X, ou ben, tu peux aller vers Grok sans problème, mais tu peux passer par l'API, et là, à ce moment-là, faire ta requête. Puis là, ce qu'il ne veut pas faire avec leur application, tu sais, sur le web, quand tu vas sur ChatGPT, ben, il va accepter de le faire parce que tu l'as demandé par l'API. Donc, ouais. On n'est pas rentré à ce niveau de détail, mais c'est quelque chose qu'on pourrait définitivement tester. Je l'avais testé là, large. Puis Apollo également, le point de démarrage, c'était Apollo. Apollo, c'est un peu comme les pages jaunes dans le temps, dans le bottin. Là. Donc, c'est un peu comme un genre de registre de toutes les entreprises. Puis tu peux interroger le système, puis il va te sortir des noms. Sauf qu'Apollo, souvent, va donner de la fausse information parce que leur base de données, c'est des vieilles bases de données. Donc, ça n'a peut-être pas dans ton industrie, là, mais moi, je l'ai vu dans le monde de la médecine. Là, j'avais beaucoup d'infos qui n'étaient pas justes. Ben, je sais que vous faites aussi de la personnalisation. Donc, quand on parlait de personnalisation et compréhension du client, mais aussi même des visuels pour faire en sorte de faire rêver presque vos clients quand vous montrez votre technologie. Peux-tu nous en parler un peu pour le rendre concret? Absolument. On a à la fois la plateforme technologique, donc ce qu'on appelle la micro-usine, et on a le produit final qui sort de la micro-usine, qui est une palette ou qui est un sac de glace. Et donc, pour nous, c'est important que le client puisse s'imaginer ces deux éléments dans son contexte d'affaires quotidien. Donc, les micro-usines, on récupère des informations de où sont leurs centres de distribution, comment est-ce qu'ils sont mis en place, et on vient imbriquer notre micro-usine à même leur centre de distribution. Puis au niveau du sac de glace ou nos produits finaux, on leur propose, dans notre proposition d'affaires, on leur propose de personnaliser la marque
sur le packaging. Donc, ce qu'on vient faire, c'est on vient rechercher les marques de commerce qu'on appelle on brand, donc les marques des détaillants qui sont habitués à vendre exemple, en magasin. Sélection avec Métro, Par exemple. Et on vient utiliser cette charte graphique pour venir créer le produit final qu'ils vont pouvoir retrouver en magasin. Puis on peut même le mettre sur une tablette ou dans le contexte final du magasin. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait en amont. Puis ça, la beauté, c'est que faire ça, il y a un an, tenait du rêve. Exactement. La qualité du output était très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on est capable de le faire. C'est beau, c'est présentable. On peut présenter ça aux clients. J'avais fait une chronique avec Benoît cette semaine où je montrais les examens d'admission au Japon en médecine. En 2024, le modèle n'était pas capable de se qualifier. En 2025, il venait tout juste de passer. En 2026, il a battu tous les humains. Puis au niveau des images, je me souviens, il y avait des startups qui disaient on va être capable de prendre le produit et de le mettre dans son environnement. Puis là, vous êtes capable de mettre les machines chez le client est capable de le visualiser, puis c'est bon. C'est de toute beauté. De toute beauté. Est-ce que vous utilisez l'IA d'une autre façon? Récemment, on a commencé à bâtir. Donc, on est une entreprise d'hardware, donc on développe de la technologie physique, mais on a commencé à bâtir ce qu'on appelle notre OS, notre operating system, à l'interne. Donc, la plupart de nos ingénieurs sont des ingénieurs robotiques, électriques, mécaniques, mais certains s'amusent à bâtir du logiciel et avec les différents outils, maintenant, on peut bâtir des choses super intéressantes. Donc, typiquement, on a bâti un logiciel qui nous permet de bâtir une micro-usine custom pour nos clients. Donc, quoi? Chaque micro-usine, c'est plein d'équipements qui viennent être assemblés pour former la micro-usine qu'on déploie chez nos clients. Quand on a des discussions avec les clients, chaque client vient nous dire moi, j'ai telle configuration à mon centre de distribution, j'ai telle complexité, je veux un sac de telle taille. Donc, chacun a ses propres réalités commerciales. Avant, c'était dans ma fonction commerciale, moi qui devais dire oui, ça va être possible, ça il faut que je revienne, que j'en discute avec nos équipes techniques. Maintenant, j'ai accès à un logiciel où je peux moi-même créer une micro-usine avec l'ensemble des composantes et en fonction du besoin du client, lui revenir avec une proposition d'une ligne, donc d'une micro-usine pour ses besoins qui va être capable de produire exactement ce qu'il veut. Et donc ça, c'est d'un point de vue des échanges que je pouvais avoir avec nos ingénieurs pour comprendre les limites techniques. Maintenant, je suis capable d'accéder à mes ingénieurs à travers cet OS. C'est un simulateur, essentiellement. Un simulateur Exactement. Pour voir le produit. Exactement. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. On vit dans le futur. Benjamin, merci. Merci beaucoup. Y as-tu pensé? Donc, 5e semaine. Chaque semaine, je te demande les nouvelles et cette semaine, encore une autre grosse. David, dis-nous ce qui s'est passé. Ça a été une très, très grosse semaine en IA cette semaine. ChatGPT 5.5, c'est pas juste un numéro de plus à la suite de ChatGPT. Faut comprendre qu'en IA, il y a le pre-training. Puis en passant, je pense pas que c'est la plus grosse nouvelle de la semaine. Mais tout le monde en a parlé, fait qu'on va le couvrir. Mm-hmm. C'est que tu as le pre-training, puis tu as le post-training. Puis c'est la première fois qu'ils réentraînent, selon Brockman, là, qui est un des cofondateurs d'OpenAI, ils ont dit que c'est la première fois qu'ils ont fait ça depuis ChatGPT 4.5. Qui ont fait quoi? Qui ont entraîné de zéro réentraîné au grand complet. Parce que les gens ne le savaient pas, mais le ChatGPT 5, puis là après ça 5.1, 0.2, 0.3, 0.4, en fait c'était le 4.1 qui avait juste eu énormément de post-training, donc d'entraînement, d'ajustement après la base du moteur. Donc, quand tu réentraînes un modèle, c'est comme une nouvelle bête. Puis là, tu apprends à l'apprivoiser. Tu sais, comme tu as un chien, il y a des trucs. Tu sais, il y a des chiens qui sont super bons à faire un paquet de trucs. Il y en a d'autres qui sont pas bons à faire un paquet de trucs. Puis tu peux apprendre des nouveaux trucs à ton chien. Donc, les modèles, c'est un petit peu ça. Ce qui arrive avec 4.5, il était parti de l'idée que plus que tu as du data, plus que ton modèle va être intelligent. Puis c'est une chose que 4.5 nous a montré, c'est que c'était pas le cas. Parce que les gens s'en souviennent peut-être pas, mais 4.5, c'était un fiasco de lenteur, de coût, puis il n'était pas vraiment meilleur que ça. Puis c'était le projet à l'époque qui s'appelait Orion. Puis là, c'était la promesse, ça va être extraordinaire. Puis ça n'avait pas été le cas. Donc là, après ça, pour rectifier le tir, ils ont pris 4.1, qui consommait beaucoup, beaucoup moins de jus de GPU puis d'énergie que le 4.5.
Et là, ils ont fait énormément de post-training, donc d'ajustement. Apprendre le modèle à penser, à faire qu'un prompt appelle d'autres prompts, puis qui réfléchit et qui s'autocritique et qui s'améliore avant de te donner la réponse. Et là, ça l'a permis de faire des sauts de qualité importants, là, parce que ce qu'on avait dans 4.1 versus ce qu'on avait avec 5.4, c'était le jour et la nuit. Là, 5.5, au dire de Brockman, j'ai trouvé des sources contradictoires, mais Brockman, c'est quand même un des cofondateurs, on va le croire. Il dit que là, c'était un nouveau... Donc, c'est comme si tu avais un nouveau chien. C'est comme si ton chien 4.5 était vraiment, vraiment con. Puis, il n'y a rien à faire avec cette bête-là. Puis là, on en a un nouveau. Et là, le nouveau, comme ça, qui vient de sortir, il est déjà très bon. Donc là, où moi, je suis extrêmement enthousiaste par rapport à l'avenir, c'est que OpenAI sont vraiment, vraiment bons en post-training. Donc, il y a aussi sont bons en pre-training. Mais... l'idée, c'est qu'on a probablement un 18 mois à 24 mois de découverte extraordinaire avec ce modèle-là et de gains rapides. Et pour l'entraînement après que l'algorithme soit créé, ça veut forcément dire qu'il va être amélioré ou une nouvelle version va en sortir? Vois ça un petit peu comme si tu avais le moteur, puis tout ton post-training, c'est la transmission. Donc, ton moteur, il va te sortir l'énergie qu'il a, puis la capacité qu'il a, mais avec la transmission, tu es capable d'avoir des gears, des vitesses qui vont être plus fortes. Exact. Ça raffine, mais ça l'améliore. Ça te permet d'avoir des effets de levier, puis d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que regarde, Opus qu'on a là, il y en a qui disent qu'il a été réentraîné au complet à 4.5, c'est à débattre, mais les améliorations qu'on a, quand le code source de Claude a été fuité, ben, on a été capable de voir toute l'architecture du prompt engineering, donc les demandes qu'il refaisait au moteur ou les trucs qu'il redemandait au chien. Puis on était capable de voir comment une chose par-dessus une autre, ça l'emmène à un produit de qualité. Donc ça, c'est très encourageant. Mais pour moi, la plus grande nouvelle de la semaine dernière, c'est vraiment Qwen 27B. Que je pense la grande majorité, 99% du monde qui écoute n'a jamais entendu parler de ça. On a entendu OpenAI, on a entendu Claude. C'est quoi Qwen? Ça l'a passé sous le radar. Qwen, c'est un modèle chinois. OK. Et c'est un modèle chinois qui performe aussi bien que Opus 4.0, donc le meilleur modèle d'Anthropic de mai l'an dernier. Il performe à peu près égal. La différence, c'est qu'il peut rouler sur un simple laptop. OK, donc c'est offline. C'est pas connecté à l'info nuagique. Et on a notre assistant vraiment sur notre propre ordinateur. Tu as un modèle qui est capable de faire des tâches agentiques. Tâche agentique, c'est exemple, va dans mes courriels, trouve-moi un courriel de quelqu'un qui me parlait de telle affaire. Ensuite, va dans Slack ou dans Microsoft Teams pour voir si j'ai des collègues de travail qui ont parlé du projet. Puis ensuite, prépare une réponse à mon client. Donc là, Qwen, un modèle agentique, c'est ça. Puis Qwen est capable de faire ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un an, le seul moyen qu'on avait de faire ça, c'était d'être dépendant d'une entreprise qui valait des milliards de dollars et qui servait son modèle sur des serveurs qui valaient des millions de dollars. Alors que là, tu peux le télécharger dans ton ordinateur. Gratuitement? Gratuitement. Puis il va être fonctionnel sur ton ordi. Supposons qu'il y aurait une panne d'Internet ou quoi que ce soit. Puis tu es capable de lui donner des tâches agentiques. Tu sais, on avait Bertrand, il y a quelques semaines, qui parlait d'OpenClaw. Moi, je suis rendu un fan fini d'OpenClaw. Je veux dire, je ne peux plus m'en passer. Mais si j'utilise OpenClaw une journée, je vais avoir une facture de Anthropic ou de OpenAI de quelques centaines de dollars par jour. Wow. Là, j'ai une petite machine qui est un DGX-Part. Donc, c'est une machine avec des processeurs, puis des GPU dedans, puis beaucoup de RAM, exprès pour faire rouler des modèles d'intelligence artificielle. Je roule à peu près au quart de la vitesse. Donc, je peux faire le quart de ce qu'un modèle frontière peut faire en une journée, mais je fais juste payer l'électricité, ce qui est des peanuts. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'orchestration, c'est-à-dire c'est quand tu prends tes meilleurs modèles pour des tâches, puis tes petits modèles pour les petites tâches. Parce que pour connecter des messages Slack avec un offre de service d'information dans le CRM, je n'ai pas besoin d'un modèle archi-intelligent. Pour programmer la méthode de faire ça, oui. Ouais. Mais pour l'utiliser, non. Donc, Qwen qui a passé sous le radar.
Est-ce que ça a un rapport avec DeepSeek? Parce que l'année dernière, la grande nouvelle, c'était ce modèle chinois DeepSeek. DeepSeek, c'est un autre modèle d'une autre compagnie chinoise. Et d'ailleurs, la semaine passée, ils ont lancé DeepSeek V4, qui est un modèle avec 1 trillion parameters. Je pense qu'en français, c'est billiard, je ne suis pas certain. On verra dans les commentaires. Milliard pour billion, trilliard, trillion. Donc, on va avoir le plus gros modèle open weight, mais ça, c'est tellement gros, tu ne peux pas faire rouler ça sur ta machine. Parce que 1 trillion, ça prend des méga data centers. Je te dirais que dans un ordinateur normal, tu es à peu près à 35-50 milliards de paramètres. À 50, ça s'en vient serré pas mal. Là. Ça te prend un très, très bon ordi. Là. Donc, on a un facteur de 100 plus. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même magnifique de voir la petitesse du modèle pour l'intelligence du modèle. Puis ça, encore une fois, ça prouve que l'idée d'OpenAI 4.5 qu'on parlait tantôt, que plus gros et meilleur, ben on voit que c'est juste fou. La semaine dernière, on parlait de Mythos, comment c'est révolutionnaire cette semaine, et c'est 4.5. La vitesse, en tout cas, ça... Puis moi, j'ai une nouvelle théorie sur Mythos, hein. Ah? Là, j'ai pas de casque d'aluminium que je peux mettre sur la tête, là, mais tout à coup que le délai avant de le rendre disponible, c'est pas le Pentagone qui l'a demandé, le temps de faire ce qu'il voulait faire. Parce que tu sais que quand ils ont envoyé là, les bombardiers là, frapper là, les centrifugeuses là, en Iran, là, pendant 6 mois de temps environ, c'était l'armée américaine qui était le plus grand consommateur de tokens aux États-Unis. Okay. Parce qu'ils faisaient des simulations constantes de la bombe et des différents paramètres parce qu'ils voulaient être sûrs de ne pas manquer leur coup. Donc, s'ils étaient prêts à monopoliser les data centers à ce point-là pour une seule frappe, se pourrait-il qu'ils utilisent Mythos en ce moment pour atteindre des objectifs? Restez à l'affût la semaine prochaine pour les nouvelles avec David Prou et on aura peut-être la réponse. C'est bon. Hey, merci tout le monde. Et puis, envoyez-nous vos commentaires, vos questions. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Y as-tu pensé? Comprendre, apprendre, s'adapter. Y as-tu pensé? L'intelligence artificielle peut créer énormément de valeur pour votre entreprise, en temps et aussi en argent. Tout ça à condition de viser juste dès le départ. Bullseye AI, la firme de stratégie IA dirigée par David Prou, vous aide à choisir le bon projet et former vos équipes rapidement. Bullseye AI, fier de vous avoir présenté le balado Y as-tu pensé?